Voilà, alors j'avais hésité entre différents titres pour cette communication, et puis j'en ai choisi un d'ailleurs sur lequel on pourra avoir des échanges, notamment avec François Cusin, qui m'a interrogé plusieurs fois sur ce que je mettais sous le terme de technosciences. On va essayer d'en parler un tout petit peu tout à l'heure. Avant, je voulais faire un coup de pub pour le comité d'éthique, parce que d'abord François Cusin m'a beaucoup contrarié, il a parlé de communication et finalement, avec une proximité très très grande d'un avis du comité national d'éthique qui m'est très cher sur la communication d'informations scientifiques et médicales à la société. Et en fait, il y avait vraiment une communauté de réflexion entre ce que François vous a présenté et ce que le comité d'éthique disait dans son avis numéro 109. Le comité d'éthique donc a 30 ans cette année, on fête le 30e anniversaire, et en fait le coup de pub c'est que à l'occasion de ce 30e anniversaire qui sera officiel lors de 2 journées au début du mois d'octobre prochain, au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, nous avons été sollicités par le vice-président du comité que vous connaissez bien, qui est Ali Ben Maklouf, qui a eu l'idée de proposer un ouvrage dans lequel les membres du comité et les anciens membres du comité pourraient intervenir sur une question qu'on leur a posée à tous, qu'on nous a posée à tous, la bioéthique, pourquoi faire? Alors ça a donné un petit ouvrage au PUF, dans lequel 71 personnes ayant ou été ou étant au CCNE ont contribué. Et c'est un petit ouvrage qui ne coûte pas cher et qui est très très bien, et je vous encourage vivement à le lire. Il y a des gens très bien qui ont écrit là-dedans, voilà, et très nombreux, je vous ai dit 71 contributions. Alors je reviens un petit peu à mon sujet, et en fait, étant un disciple non seulement de François Cusin, mais également de Pierre Desproges, je n'ai pas voulu ne pas le citer, lui qui disait effectivement que l'homme de science le sait bien, lui, que seule la science a pu au cours des siècles lui apporter l'horloge pointeuse et le parc-mètre automatique sans lesquels il n'est pas de bonheur possible. Et là, on est dans l'éthique, puisque finalement, dans quel monde souhaitons-nous vivre? Et la question va peut-être être, souhaitons-nous vivre dans un monde d'horloges pointeuses et de parc-mètres automatiques? Parce qu'en effet, on peut aller plus avant dans la technologie, et dans la science et dans la médecine, avec un philosophe allemand, Peter Sloterdijk, qui faisait ce constat. Il s'agit juste d'un constat. Après, on peut discuter effectivement des positions de Peter Sloterdijk, mais ce constat qui dit effectivement que nous sommes dans un monde où la naissance devient planifiable, où on peut ajourner la mort, etc., etc., où les sentiments sont tempérés par la pharmacologie. On a déjà évoqué pas mal, et on en reparlera dans un instant, notamment l'homme augmenté. Eh bien, il faut reconnaître effectivement que les avancées scientifiques et médicales peuvent être perçues comme des problèmes avant même d'être comprises comme des progrès. Donc on va discuter aussi probablement, je pense après mon intervention, de la notion de progrès, et qui pose beaucoup de problèmes et qui est quelque chose qui est tout sauf évident. Alors, effectivement, on cherche des alibis et on cherche, voilà, la technique nous dit qu'on peut faire de très grandes choses et à peu près tout ce qu'on veut. Et un jour, lors de journée nationale d'éthique organisée par le CCNE, Jean Weissenbach était invité à parler des normes, des plus loin normes, hein, parce que je ne fais aucune exclusive contre les gros, j'en suis un moi-même. Il apparaît ainsi que la nature ne peut pas servir de référence pour guider ou interdire une pratique sur le plan expérimental. Il ajoute cette phrase qui est un peu provocatrice, bien sûr, puisque la nature fait n'importe quoi, pourquoi ne pourrions-nous pas nous autoriser à faire de même ? C'est une véritable question, mais ça indique également que la nature ne peut probablement pas nous servir de modèle. Alors face à ça, effectivement, une technologie envahissante et qui nous dit qu'on pourrait presque faire n'importe quoi, d'ailleurs au point où même l'être humain peut être manipulable, on va y revenir, donc on peut manipuler l'être humain, c'est un objet technologique, c'est un objet d'étude. On a des personnes comme l'ancien président de l'UNESCO, Federico Mayor, qui disait « Il faut accepter de limiter le pouvoir que la technique donne à l'homme sur l'homme au nom de l'éthique et de la sagesse. » Vaste programme. Peut-on limiter, c'est le titre
en gros, de ma communication. Peut-on garder le contrôle? Peut-on, au départ, j'avais dit, peut-on freiner le progrès scientifique et technique? Et ça, peut-on le faire au nom de l'éthique et de la sagesse? Alors, l'éthique, je commence à me rendre compte un tout petit peu de ce à quoi ça pourrait ressembler après 5 ans passés au CCNE. La sagesse, j'ai des problèmes avec. D'abord parce qu'effectivement, on a dit que le CCNE était une assemblée de sages. Je les avais un petit peu surpris la fois où je leur avais dit, écoutez, j'avais appris que c'était le comité des 40 sages. Et je leur ai dit, je suis désolé, mais depuis que je suis arrivé, vous n'êtes plus que 39. Donc, il faut être aussi réaliste sur ce que la sagesse veut dire et peut-être ne pas en faire trop d'emphase. Donc, je ne suis pas forcément totalement sur la même longueur d'onde que l'ex-président de l'UNESCO. Alors, j'en viens à ma technoscience. Ce que j'appelle technoscience, c'est en fait ce que Casimir appelait un blougi-boulga, un mélange, en fait, lui c'était avec, je crois, de la confiture de fraises, des sardines et de la moutarde. Voilà. Là, en fait, on fait un amalgame, un mélange, un amalgame entre la science et la technique, entre la recherche et l'innovation, entre la science et les applications de la science. Alors, bien évidemment, ce sont des choses distinctes, qui sont liées, mais qu'on ne peut absolument pas mélanger. Par exemple, vous dites à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche actuelle, Madame Geneviève Fioraso, vous lui parlez de recherche, elle vous répond innovation. Vous interrogez la communauté européenne, ils vous parlent sur les progrès de la science. Ils vous répondent, nous avons une initiative, l'Horizon 2020, qui s'appelle Responsible Research and Innovation. Alors, je dis effectivement, la recherche responsable, ça m'interpelle. L'innovation responsable m'interpelle tout autant et me séduit. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler de recherche responsable et d'innovation responsable? Pourquoi est-ce que, lorsque je vous dis recherche, vous me répondez recherche et innovation? Pourquoi est-ce que, lorsque des scientifiques travaillent, on leur dit « mais dans le fond, ça ne sert à rien votre truc, puisque vous êtes incapable de nous donner une application pratique de ce qui va se passer ». Alors on dit ça surtout, évidemment, dans les domaines biologie et santé. On dit beaucoup moins ça dans le domaine de la physique. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont même pas posés, qui ont été admiratifs devant la construction d'une machine qui a coûté les yeux de la tête, qui fait 27 km de circonférence, et qui a permis de trouver le boson de Higgs dont l'inexistence ne vous a jamais empêché de dormir. Et ayant un frère qui a travaillé là-dessus et qui co-signe des publications sur le boson de Higgs, je fais effectivement, en tant que biologiste, une grosse crise de jalousie parce qu'ils ont des moyens absolument considérables que nous n'avons pas pour trouver des choses qui ne servent à rien, que personne ne comprend, alors que nous essayons effectivement de comprendre comment nos propres cellules fonctionnent, comment notre ADN où est stockée une part de l'information héréditaire, va pouvoir la faire fonctionner au travers des machineries cellulaires et dont le dérèglement va conduire à des pathologies. Alors nous, ce qu'on fait, ça coûte pas cher, ça sert probablement à quelque chose dans un avenir qu'on ne peut pas fixer. François a dit, ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans. Le boson de Higgs, bon, j'arrête ma crise de jalousie, qui dans le fond n'intéresse personne, mais c'est un vrai problème. Le problème, là je rejoins un petit peu François, sur la communication de la science. Certains physiciens savent communiquer et vous font avaler la pilule du boson de Higgs ou des exoplanètes, alors que les biologistes, souvent, ne sont pas capables, vous font peur quand ils vous parlent effectivement de maladies ou de dysfonctionnement de la cellule ou de la manière dont la cellule fonctionne, dont on va pouvoir la manipuler et dont on va pouvoir manipuler les organismes et éventuellement l'humain. Et tout ça va à une vitesse absolument phénoménale. Donc je vous présente une photo qui, je crois, ne ressort pas très très bien. J'aurais dû la retravailler. En fait, moi, quand j'ai commencé ma carrière scientifique, personne ne pouvait imaginer qu'on pourrait un jour être capable de séquencer l'ADN d'un être humain ou d'un n'importe quel, d'ailleurs, individu, enfin, être multicellulaire.
Ça, c'était, oh, je ne vous dis pas quand, ça me vieillirait. En 1990, on a lancé un programme qui était le programme Génome humain dans la perspective d'y arriver. Évidemment, beaucoup de scientifiques, même des scientifiques, ont crié au fou, vous n'y arriverez jamais. 13 ans après et 3 milliards de dollars après, on y est arrivé. 2003, on a publié une séquence, non pas d'un individu, mais d'un mélange d'individus, et on a publié une séquence d'ADN humain, voilà, qui reste une référence. C'était il y a 10 ans seulement. D'accord? En 10 ans, vous ne pouvez peut-être pas le lire sur la gauche de la diapositive, mais en 10 ans, le temps nécessaire à établir une séquence d'ADN complète d'un être humain a été divisé par 2 millions. Le coût de l'opération a été divisé par 2 millions. 2 millions en 10 ans. C'est bien plus rapide que la loi de Moore pour les composants électroniques. On est dans une perspective qui est absolument folle. Et on prévoit qu'en 2018, on arrivera à faire la séquence d'un individu, de l'ADN d'un individu, en quelques secondes pour une centaine, une poignée d'euros ou de dollars, enfin comme vous voulez. À cette époque-là, d'ailleurs, on ne sait pas où sera la balance entre l'euro et le dollar. Aujourd'hui, on a dans les bases de données probablement quelque chose comme 2000, la séquence de 2000, d'ADN de 2000 individus, de 2000 êtres humains. Ce qui permet d'envisager des comparaisons entre ces séquences, mais qui nous montre, quand on regarde les résultats, que, en fait, il serait bien difficile aujourd'hui, et même totalement impossible, dérisoire, stupide et même condamnable, de vouloir définir un ADN humain normal. Alors on va faire quoi avec ces séquences d'ADN? On va en faire des tas de choses. On va effectivement avoir un accès au handicap avant la naissance. On va pouvoir faire du dépistage et du diagnostic anténatal. On va pouvoir faire des soins plus performants, des soins adaptés à la personne. On va pouvoir faire de la médecine prénatale. On va pouvoir faire également, en reconstruisant l'ADN, de la biologie de synthèse qui nous entraîne sur des territoires non cartographiés sur lesquels tout le monde ne veut pas forcément se laisser entraîner. On va pouvoir aussi, et avec un ensemble d'évolutions technologiques, effectivement poser, ça a déjà été posé ce matin, cette espèce de mythe de l'enfant parfait, voilà, de l'enfant qu'on va pouvoir dessiner. C'est ce que dit Boris Cyrulnik quand il dit, finalement, je ne pense pas qu'il soit présent de permettre aux parents d'avoir l'enfant qu'ils ont prédestiné. D'ailleurs, ferait-il beaucoup mieux que la nature? Il y a une immense prétention à vouloir améliorer la nature. Ça veut dire qu'on est capable de faire mieux. On est capable de faire mieux, et en fait, on est un petit peu toujours fasciné par la technologie. Alors Antoine de Saint-Exupéry, dans Terre des Hommes en 1939, pensait bien sûr à l'aviation quand il disait ça. Moi, je pense que ça s'applique tout à fait à la biologie, aux biotechnologies et aux technologies médicales. Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent encore. Rappelez-vous cette phrase, je l'adore, parce que effectivement, nous nous comportons vis-à-vis de la technique un petit peu comme des barbares, bien souvent. Il manque cette part de réflexion en amont. Biotechnologie, par exemple. Les biotechnologies, dont je rappelle que la définition n'est pas héritée ni de scientifiques ni de technologues, mais elle est héritée d'économistes, puisque les biotechnologies ont été définies par l'OCDE, l'Organisation du commerce international. Donc, en fait, ces biotechnologies, par exemple, ont des buts totalement utilitaires, fonctionnels, voire mercantiles. La notion de progrès, effectivement, est par cet intermédiaire totalement biaisée. En fait, ça n'a plus de sens. Et puis, il y a le mercantilisme qui est important, et je ne résiste pas, on m'a envoyé l'autre jour cette image que j'adore. Alors, la grande image, c'est une image qu'on m'a envoyée par Internet, qui dit que Jonas Salk, quand il a inventé le premier vaccin anti-poliomyélitique dans les années 55, a refusé de le breveter pour qu'il soit plus accessible à tout le monde. Bon, ça, il y a peut-être une partie de légende urbaine, je ne vous garantis pas que ça soit totalement vrai. Mais ça l'est probablement. La preuve, c'est qu'il n'a jamais eu le prix Nobel pour cette découverte, parce que, effectivement, il mettait en péril l'industrie pharmaceutique. Et comme résultat, il y a des gens qui sont amusés à compter, il a perdu
au cours de sa vie, environ 7 milliards de dollars de royalties qu'il aurait pu avoir sur les brevets s'il les avait pris. Eh bien, la photo du bas, c'est une photo que ma femme, d'ailleurs, je crois, avait prise à San Diego quand Jonas Salk était encore vivant. Il était là avec un de ses petits-fils. Et en fait, ça ne l'empêchait pas d'être parfaitement heureux et de pouvoir assumer son humanité et ce qu'il avait donné effectivement au monde, parce que la polio effectivement a peut-être un peu disparu des écrans radars aujourd'hui dans les centres d'intérêt. Moi je me rappelle que quand j'étais jeune c'était un souci majeur et que il y a même une fois où on craignait que j'ai attrapé la polio et tout le monde était vraiment paniqué. Non, je suis passé au travers. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On nous parle souvent de pente glissante à propos des technologies, notamment appliquées à l'homme. En fait, ça vient pour moi de trois constatations. C'est que, en fait, ce que disait François d'ailleurs aussi tout à l'heure, les dynamiques internes de la science sont très fortes. Alors, moi j'y ajoute les dynamiques de la technologie et les dynamiques de l'économie. Et du coup, ces dynamiques font que les systèmes scientifiques, technologiques et économiques ont une tendance à devenir autonomes, pardon, pas économes justement. Et notamment l'économie devient autonome. D'ailleurs, on se met tous au service de l'économie. Vous êtes au service de l'économie et de la technologie. Je suis totalement accro, je l'ai laissé à recharger là juste à côté, je ne peux pas le sortir. D'habitude, c'est le moment où je sors mon iPhone, ou plutôt mon smartphone, on ne va pas faire de publicité, et en disant que je suis moi-même totalement accro à ça. Donc je suis devenu dépendant d'un système qui marche tout seul. Et en fait, effectivement, ces systèmes devenant autonomes produisent réellement ce qu'on peut appeler un fait accompli. C'est un fait accompli. On tombe dans le domaine de l'inéluctable, chose dont j'ai horreur. J'ai eu l'occasion de le dire aux élèves du DIU hier. Je pense que l'inéluctable est tout juste ce qu'on est prêt à accepter. Donc, et tout ça est légitimé par cette référence à l'efficacité. Il faut devenir de plus en plus efficace. La technique nous dit il faut être efficace, enfin. Il faut pouvoir envoyer ses emails de plus en plus rapidement. On évoquait, je ne sais plus si c'était pas Leonetti ce matin qui évoquait effectivement un certain nombre de choses, de lettres. Comment est-ce qu'on communiquait avant Internet? C'est assez intéressant. Aujourd'hui, les lettres d'amour par tweet ou par SMS, c'est pas terrible. Hein. Au niveau de la poésie, je veux dire. Pour le reste, l'efficacité est là. Et donc, il y a une référence également aux besoins. On vous crée des besoins. Alors, vous pensez avoir besoin d'un iPhone, ou d'un smartphone, pardon, décidément, ou d'un iPad, ou d'une tablette tactile, je veux dire, ou d'un Macintosh, je veux dire un ordinateur. Non, je n'ai aucune action chez Apple. Vous pensez en avoir besoin, vous en avez besoin. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vivre sans. Ben oui. Mais on a créé ce besoin. Ce besoin, il est créé, il est entretenu, il faut effectivement que vous en ayez besoin. Alors l'éthique dans tout ça. L'éthique, le CCNE, dans un de ses avis préparatoires à la révision des lois de bioéthique, disait effectivement des évidences. Ce sont des évidences, mais j'aime bien les rappeler de temps en temps quand même. Les questions de bioéthique ne sont pas seulement des questions techniques ou scientifiques, certes. Il y avait une reconnaissance du fait que la recherche de la connaissance est une valeur fondamentale. Et que la science, finalement, malgré des erreurs, a quand même contribué et contribue toujours à l'amélioration du bien-être de l'homme. Mais il rappelait de manière extrêmement forte, et contrairement aux présupposés de la technique et de la technoscience, dont les promoteurs ne sont pas récents, puisque un des promoteurs qui a vraiment formalisé le monde de la technique, qui était Francis Bacon, dans son livre posthume La Nouvelle Atlantide en 1627, ça date pas d'hier quand même, mais où il disait en gros que, et ça a été repris, et repris encore. Vous pouvez sortir des textes sur le transhumanisme aujourd'hui, et vous verrez que vous retrouvez les mêmes promesses. On va tout guérir, la vie va se prolonger, la richesse, l'opulence, le bonheur intégral, tout ça va vous être apporté par la technique. Alors c'était par la technique en 1627, c'était par
modification de l'être humain et le transhumanisme au XXIe siècle. Il y a même un rapport de Geneviève Fioraso sur la biologie de synthèse dans lequel on reprend exactement les mêmes termes dans le même ordre pour vous promettre un âge d'or qu'on vous promet depuis toujours et dont je ne sais pas s'il arrivera un jour, mais dont peut-être qu'on n'est peut-être pas forcé de se fixer comme objectif. Et tout ça, en fait, vient de certaines zones de flou. Ce matin, j'ai entendu, effectivement, j'ai vu le gris. Hein, la boîte grise, c'était pas la boîte noire. Le gris, c'est quelque chose que j'adore. J'essaye de peindre un petit peu et j'adore le gris. Et j'adore le gris, et en tant que biologiste, le gris m'intéresse parce qu'il montre bien que le blanc n'existe pas, puisque le blanc est un gris clair et le noir est un gris foncé. Et qu'en biologie, le 100% n'existe pas, le 0% non plus. On est toujours, voilà. Et pour le reste, entre santé et maladie, il y a du flou. Entre le normal et pathologique, il y a du flou. Entre le naturel et l'artificiel, biologie de synthèse, il y a du flou. Entre l'intérieur et l'extérieur, il y a du flou, finalement, les appendices qu'on nous met, le pacemaker, etc. Il est intérieur, il est interne, il est extérieur à moi. Entre la réparation et l'augmentation, il y a du flou. Où commence l'augmentation de l'être humain par rapport à sa réparation? C'est bien de réparer les hommes, c'est bien de pouvoir faire des choses. La thérapie génique peut nous permettre éventuellement de réparer certains problèmes gravissimes. Mais voilà, on peut aboutir à des excès notamment, alors là moi je le dénonce, je n'hésite pas, le mouvement transhumaniste. Donc transhumanisme, c'est l'humanité transitoire, c'est le chemin vers le post-humanisme où effectivement on nous aura greffé tellement d'appendices que nous aurons la chance d'être des cyborgs dont je n'ai pas encore très bien compris comment se passera la réplication, la duplication de ces cyborgs, mais enfin ça marchera sûrement très bien. Mais c'est un mouvement culturel et intellectuel donc, qui affirme qu'il est possible, non seulement possible, mais désirable. Désirable. Vous désirez? Peut-être, moi non. D'améliorer fondamentalement la condition humaine. Donc cette déclaration fondamentale de l'association transhumaniste mondiale qui s'est rendue compte qu'elle faisait peur en s'appelant transhumaniste et qui a décidé de s'appeler Humanity Plus, voilà, H+, c'est un peu acide comme... voilà, non, bon, j'arrête. Mais de cette doctrine, donc, transhumaniste et post-humaniste, on voit par exemple, réflexion d'une philosophe qui a été citée tout à l'heure, Anne Fagot-Largeau, qui dit qu'effectivement, on peut pas anticiper un accroissement de la diversité dans l'espèce humaine, mais plutôt, et c'est des termes extrêmement forts, extrêmement durs pour moi, un formatage accentué par la domestication des cerveaux. Mon Dieu, effectivement, j'adhère à ce que dit Anne Fagot-Largeau, mais ça nous fait réfléchir, ça c'est pas chargé de nous faire peur. La peur est une très très mauvaise ligne de défense, parce qu'en fait, la peur, j'appelle ça la ligne Maginot de la défense contre la technologie, c'est-à-dire c'est tellement facile à contourner. Moi, un jour, je disais aux élèves hier, aux étudiants hier, je leur disais, un jour, à Rome, on m'a traité de bioconservateur. Sur le coup, j'étais vexé. Puis après quelques secondes, j'ai dit, ben, finalement, j'en suis fier. Voilà. J'étais pas un bioprogressiste, j'étais un bioconservateur. Donc en fait se pose effectivement par rapport à ces questions d'amélioration, d'augmentation de l'être humain, des questions de normes. Est-ce qu'il existe un cerveau normal? Qui dans cette salle pense avoir un cerveau normal? Aïe aïe aïe, je vous plains, parce que vous ne pouvez qu'être déçus. Vous avez peut-être un cerveau qui est supranormal. Vous êtes en fait peut-être beaucoup plus que tous les autres dans cette salle réunie. Existe-t-il un ADN normal? Je l'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Eh bien non. Non. La séquence d'ADN qui a été faite en 2003 sur un mélange d'êtres humains, d'ADN d'êtres humains, on ne peut pas prétendre qu'elle est normale. Ces personnes étaient probablement en bonne santé au moment où on a prélevé leur ADN. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Mais la normalité n'existe pas. D'ailleurs, ça n'a même peut-être pas de sens d'essayer de définir une normalité en termes de patrimoine héréditaire.
Et puis la normalité et l'augmentation de cette normalité, admettre qu'on peut augmenter l'être humain, c'est aussi dire qu'on peut passer d'une norme de risque acceptable qui serait éventuellement l'objet de consensus social à un culte de la performance, à la performance maximale. Alors là, vous allez me dire, vous êtes dans le post-humain, le transhumain, et on vous arrête. Nous, on reste des gens tout à fait simples, normaux et accessibles, mais vous êtes des gens normaux et accessible, moi aussi, mais le culte de la performance, nous sommes ici dans un amphithéâtre d'une université, d'une faculté de médecine dans laquelle il y a un numerus clausus. Nous regardons les championnats du monde d'athlétisme à la télévision, parce qu'en fait, nous ne pouvons pas être sur la piste à courir avec les autres, ils nous laisseraient sur place. Ce culte de la performance, il est partout, il est permanent. On oublie juste un tout petit peu qu'un champion du monde dans une discipline donnée, il n'y en a qu'un. Tous les autres sont des ratés. Il n'y en a qu'un qui réussit. Tous ceux qui n'ont pas réussi à devenir champion du monde sont des ratés. Si on se place dans le culte de la performance pour la performance, il faut effectivement être le meilleur. D'ailleurs, on a tendance parfois à éduquer nos enfants, soyez les meilleurs. Oui, soyez les meilleurs dans votre domaine. Tendez à être le meilleur. Effectivement, avoir des objectifs, c'est bien. Mais finalement, mettre cette performance maximale au rang de valeur suprême et de normes de fonctionnement de la société pose quand même des problèmes. Parce qu'en fait, on ne s'entend jamais sur les normes. Normalement, les normes, elles devraient être consensuelles dans une société. Eh bien non, elles ne sont pas. Elles sont des luttes de pouvoir, des conflits d'intérêts. Voilà. Et en fait, ces normes, elles vont très loin puisqu'elles nous disent qui est normal et qui est anormal. Mais elles nous disent du coup, qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Les normes eugéniques du début du XXe siècle ont conduit non seulement aux excès effectivement connus de la Deuxième Guerre mondiale et du nazisme, mais elles ont surtout conduit à des stérilisations en masse de personnes qui étaient anormales. Et des stérilisations en masse, il y en a eu en masse et jusqu'à des dates assez avancées. Les dernières stérilisations forcées en Suède datent de 1972. Entre 1995 et 2000, il y a eu 400 000 personnes qui ont été stérilisées au Pérou. 400 000. Et en 2013, on continue de stériliser des gens en Slovaquie parce que ce sont des Roms. Ça existe. Alors l'éthique dans tout ça, effectivement, l'éthique et normes, c'est un vaste programme. Mais il ne faut pas croire que c'était le passé, ce n'est pas les vilains nazis, les médecins qui ont été condamnés à mort en 1947 et qui ont permis d'élaborer effectivement le code Nuremberg sur lequel l'éthique s'est fabriquée. Mais pendant que l'éthique médicale se fabriquait, on continuait gaillardement de faire n'importe quoi. Sur les Indiens d'Amazonie, sur les Noirs d'un certain nombre de régions des États-Unis à qui qu'on regardait mourir de la syphilis parce qu'ils faisaient partie du groupe, non pas témoin, mais du groupe essai. Voilà, c'est amusant. On ne va pas les soigner et on va voir ce qu'ils deviennent. Ça s'est fait aux États-Unis, hein, grand pays de liberté. Et ça s'est prolongé. Ça s'est prolongé jusque dans les années 70. D'ailleurs, entre le code Nuremberg de 47 et la mise en place par le rapport Belmont des principes de la bioéthique, il s'est quand même écoulé 30 ans. Entre le code Nuremberg de 47 et les lois sur l'expérimentation humaine en France, la loi Hurier-Seruscla, 1988, il s'est écoulé 40 ans. On n'est pas quand même des rapides. Donc, en fait, l'évolution de ces normes et la manière dont on peut gérer le fait que la technique repousse en permanence les limites de l'intolérable et de l'inacceptable, pour moi, appelle une réponse en 4 points, mais dont le 4e me paraît de loin le plus important. Effectivement, il faut qu'il y ait une vraie information en amont, et là, je crois que ça fait le lien avec ce que nous disait François.
Il faut effectivement qu'il y ait un dialogue entre des experts, les experts scientifiques, technologiques, médicaux, et les politiciens qui sont ceux qui prennent les décisions. Mais il faut aussi qu'il y ait toute une réflexion citoyenne qui soit alimentée. Personne ne croit plus aujourd'hui que le progrès technologique ou le progrès médical, c'est le progrès de l'être humain. Ça se discute, au moins. On peut le discuter. Et on peut réfléchir, effectivement. Et il y a des gens, des économistes comme Amartya Sen, qui nous forcent à réfléchir sur la notion de progrès pour l'humain. Mais le plus important, c'est finalement ce qu'on peut faire ici, ce qu'il faut faire en permanence, et ce pourquoi, d'ailleurs, j'ai toujours applaudi à deux mains la naissance des espaces de réflexion éthique régionaux, c'est le fait que ça crée des cénacles dans lesquels il puisse y avoir un débat public où les gens puissent confronter leurs propres certitudes. Tout le monde a des certitudes. Là, si on faisait une enquête, répondez par oui ou par non, la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Très mauvaise manière de poser la question, mais c'est comme ça qu'on vous la pose dans les journaux. D'ailleurs, c'est comme ça que les journalistes nous la posent. Généralement, ils sont déçus parce qu'on leur répond de manière un petit peu plus complète et complexe. Puis là, ils nous disent « Ouais, mais attendez, ça fait plus de 15 secondes. » C'est exactement ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc le débat public, il faut qu'il soit en amont. Il faut débattre entre nous. Il faut essayer de confronter, s'informer et surtout éroder nos certitudes avec les certitudes des autres. C'est un petit peu ce que fait le comité d'éthique, mais le comité d'éthique, c'est des gens qui prennent le temps de le faire. Et ils prennent beaucoup de temps pour le faire longuement et en profondeur, mais ça n'empêche personne de le faire. Personne ne peut confisquer la réflexion éthique, et comme je dis toujours, surtout pas les éthiciens ou ceux qui se prétendent tels. Donc l'éthique nous appartient à tous, et en fait, elle doit faire l'objet d'un débat public. Et je vous laisse, c'est un peu un cheveu sur la soupe, mais comme dans ces débats éthiques, il y a aussi des choses, notamment la théorie du choix rationnel, qui est assez intéressante, mais il me faudrait encore une demi-heure pour en parler. Au moins, j'avais trouvé ce petit cartoon sur Internet, et pour vous remercier de votre attention, je vous le livre. Dans quel monde veut-on vivre, effectivement? Mais quand il n'y aura plus de poissons dans l'océan, mais comment veux-tu bâtir ton bonheur avec une attitude aussi négative? Voilà, je vous remercie de votre attention.